tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube et je voulais vous parler de ma nouvelle voiture, une Tesla. Bon, c'est pas la première chaîne YouTube qui se consacre à cette voiture, mais voilà, ça me faisait plaisir de partager un peu mon expérience avec ma voiture, sachant que c'est un modèle un peu particulier puisqu'il s'agit d'une Model 3 Performance, mais sans les freins surdimensionnés, sans les pneus de 20 pouces et sans le béquet arrière. C'est un modèle que j'ai trouvé en vente sur le site. J'ai changé en fait de modèle, puisque pour 1000 euros, à peu près 1300 euros en plus, je pouvais passer de la long range, grande autonomie, à la Model 3 Performance, mais sans les spécifications de la Model 3 Performance, à part les performances de puissance. Et surtout, je ne voulais pas du châssis rabaissé et des jantes de 20 pouces, puisque pour passer au pneu hiver, je préfère avoir les jantes de 18. Alors, aujourd'hui, je voulais parler plus précisément de la consommation de la climatisation. Alors il y a toujours la question, est-ce qu'il faut préchauffer ou pas sa Tesla avant de partir quand il fait froid? Alors de mon point de vue, je dirais que oui. Là par exemple, vous voyez, je suis dans mon garage et la clim est en marche pour stabiliser la température à 21 degrés. Vous pouvez voir qu'en consommation, je suis à 2 kW. Alors bon, là je suis branché, hein, donc en fait la batterie se décharge pas, mais elle ne charge pas non plus, mais ça utilise la borne en fait juste pour compenser la consommation. Et j'ai déjà vu qu'en pic, hein, ça peut monter à 6 kW au début, sachant que moi je bride ma recharge à 16 ampères pour diverses raisons. Tout simplement parce que j'ai un contrat au départ qui était de 30 ampères que j'ai monté à 45. Et donc pour continuer à vivre, on va dire, sans changer nos habitudes de consommation, je limite à 16 ampères pendant la nuit en plus. Donc en fait ça change pas grand chose. Mais même si dans la journée je voulais la recharger, sans me préoccuper d'une éventuelle consommation au-delà de 45 ampères, je limite à 16. Ou autrement, moi évidemment je peux monter un plus, mais je ferai une autre vidéo à ce sujet au niveau de mon installation électrique. Donc oui, ça consomme 2 kW, là vous voyez, en régime standard. Après je pense que une fois que la température dans l'habitacle est moindre et veut dire est stabilisée, ça doit commencer moins, mais ça a quand même un impact sur la consommation. Donc je pense que c'est une bonne idée de préchauffer la voiture. Ce qui est intéressant aussi dans ce nouveau menu, c'est qu'on peut sélectionner si on veut préclimatiser la semaine ou tous les jours. Et donc moi j'ai choisi évidemment la préclimatisation que les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Par contre, je recharge automatiquement la voiture toutes les nuits pour que le matin, quel que soit le jour, j'ai 85% à peu près de charge au cas où il y a un impromptu, ou même si on part en week-end, j'ai 85 minimum % le matin avant de partir. Passer maintenant au sujet qui fâche entre guillemets sur ma voiture. Il n'y en a pas beaucoup honnêtement à ce stade. C'est vraiment une voiture que je considère exceptionnelle en termes d'agrément. En performance, j'en parle même pas, même juste l'agrément, le silence, le confort. J'ai été étonné, notamment avec les jantes 18 pouces. Je trouve la voiture très confortable. Mais il y a quand même quelques désagréments que je voudrais vous montrer. Alors notamment, je ne sais pas pourquoi, j'ai installé au niveau de la planche de bord, évidemment, un câble pour pouvoir recharger mon téléphone. C'est un Huawei, donc avec une prise USB-C. Et donc j'ai installé dessous à la fois une prise pour le Sentry Mode, le mode Sentinelle avec une carte SD, et de l'autre côté donc j'ai ma prise USB avec mon câble. Et régulièrement en fait ma charge s'arrête quand je combine les deux. Ça à la fois donc les deux prises
deux prises USB, le mode Sentinelle est en continu, pas en continu en fait, le mode dashcam pour rouler et puis voir le mode Sentinelle si nécessaire. Et quand je recharge, donc j'ai pas trouvé de raison. La seule manière de résoudre le problème, c'est quoi? Bah, j'attends le lendemain matin quand je reprends la voiture. Généralement, ça remarche. Ou alors, bah, l'autre solution, c'est de faire un reset en appuyant sur les deux boutons du volant. Et là, le mode recharge redevient actif pour mon téléphone. Alors, est-ce que c'est un problème par rapport à ma batterie qui pompe trop? C'est une 4000 mAh, c'est quand même bizarre. Ou est-ce que c'est le câble? C'est pas le câble standard, mais c'est compliqué pour avoir le câble standard sur le site de Tesla France. J'ai pas encore trouvé la solution, mais bon, c'est un petit désagrément que j'ai noté au niveau de la recharge. Et ça n'arrive que pour les prises USB à l'avant. À l'arrière, j'ai jamais eu ce problème. Quand je mets mon câble à l'arrière, le téléphone se charge sans aucun problème. Alors nous voici à l'arrière de la voiture. Alors vous pouvez pas profiter vraiment du toit parce que je suis dans le garage, donc on voit rien. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que a priori c'est normal. Le technicien Tesla est venu pour d'autres petits soucis sur la voiture, notamment le clapet de charge qui se fermait pas parfaitement. Donc il y avait un espace béant, donc il a changé le clapet et puis il a réglé aussi, j'ai un problème de rétroviseur. Mais là par exemple quand j'appuie sur le bouton, donc c'est électrique, les portes avant s'ouvrent un petit peu, donc il n'y a pas de souci. Mais regardez, si j'ouvre la porte arrière, vous voyez, elle reste coincée. Donc c'est à dire qu'il faut absolument pousser la porte en même temps que on appuie sur le bouton, car si j'appuie que sur le bouton, la porte ne s'ouvre pas complètement. Donc a priori c'est normal. J'ai quand même un petit doute honnêtement. Pourquoi c'est différent des portes avant par rapport aux portes arrière. Et puis évidemment une des caractéristiques de la Model 3, c'est que on est obligé de quand même bien taper la porte pour qu'elle se ferme, autrement elle ne se ferme pas complètement. Mais ça c'est assez classique sur la Model 3. Alors pour en revenir à la recharge, je vous mettrai un lien ou une photo de ma borne. C'est pas une borne Tesla, c'est une EV Charge King qui a la particularité de pouvoir mettre aussi un câble avec le bouton sur la prise. Donc on peut ouvrir, l'actionner, le clapet avec le bouton sur la prise qui est livré sur le câble. Mais j'avais quelques petites réflexions à ce sujet pour les passionnés d'électricité qui installent eux-mêmes ou qui font installer par un électricien. Personnellement, j'ai mis un câble de 6 mm carré, 3 x 6 mm carré, qui supporte du 32 ampères, mais en fait, je vous conseille très fortement d'installer du 10. Et non pas du 6 mm carré pour différentes raisons. D'abord, la norme française pour les voitures électriques, la recharge c'est du 10 et pas du 6, même si d'un point de vue strictement on va dire électrique, le 6 mm carré peut supporter du 32 ampères. Ça dépend de la longueur, mais si vous avez 7 ou 8 mètres, ça tient sans problème. Et l'autre point, c'est que si vous mettez du 32 ampères, donc moi j'ai dû mettre donc un disjoncteur de 32 ampères et un disjoncteur différentiel de 30 milliampères pour évidemment ne pas dépasser les 32 ampères. Et donc là, le problème qui s'attache à ça, c'est qu'effectivement, c'est pas une bonne idée de charger à 32 ampères quand vous avez votre tableau dans votre tableau un disjoncteur de 32 ampères. Moi j'ai un tableau divisionnaire séparé pour pouvoir relier directement ensuite le compteur principal, le disjoncteur principal au disjoncteur divisionnaire et donc pas passer par mon tableau principal. Mais en théorie, j'aurais dû mettre du 10 mm carré et mettre un disjoncteur de 40 ampères et un disjoncteur différentiel de 63. Ça aurait été mieux. Alors pour résoudre ce problème, c'est que pour pas atteindre cette limite de 32 ampères par rapport au disjoncteur, en plus il y a aussi une protection avec disjoncteur et disjoncteur différentiel dans la borne de recharge EV Charge King. Je limite la charge maximum à 25 ampères.
Là, vous voyez, je vais mettre mime à 16 maintenant pour être complètement tranquille. Et à 25 ampères, j'ai à peu près, on va dire, 12, 13 mètres, même plus, 15 mètres avec le câble de 8 mètres en 6 mm depuis le tableau jusqu'à la voiture. C'est tiède hein, à 25 ampères si vous chargez pendant 7-8 heures, bon, ça fait comme une bonne recharge. C'est tiède, donc ça chauffe un peu, mais c'est normal. Donc, je vous recommande vraiment, si vous installez une borne de recharge chez vous, mettez du 10 mm². Prenez plutôt une borne Tesla qui s'adapte à toutes les autres voitures où vous pouvez calibrer plus facilement que sur la mienne l'ampérage maximum. Si vous voulez limiter à 16, à 20, 24 ou 32, vous pouvez. Moi je peux aussi, mais c'est plus compliqué. L'avantage de la Tesla évidemment, c'est qu'on peut gérer l'ampérage maximum dans la voiture, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures. Donc c'est pour ça aussi que j'ai puré cette borne, mais après réflexion, j'aurais peut-être plutôt dû prendre la borne Tesla qui aurait fait aussi bien le travail. Mais au départ, je voulais la protection différentielle dans la borne, ce que j'ai avec l'IV Charge King, mais en France, ce n'est pas, on va dire, réglementaire. Il faut que la protection soit au niveau du tableau ou dans un tableau divisionnaire qui soit accolé à votre disjoncteur de branchement. Donc en fait j'ai une double protection, mais concrètement ça sert pas à grand chose si ce n'est à être encore plus tranquille. Bon, le coût est similaire à une borne Tesla, mais franchement c'est celle que je recommande en premier lieu. Vérifiez toujours, quelle que soit la borne que vous achetiez, qu'il y a les certifications CE dessus. Il y a une étiquette qui doit être apposée sur la borne avec les différentes spécifications, les températures d'utilisation minimale, maximale, la puissance maximale, etc. La norme NF ne sera pas dessus probablement, mais la borne CE est vraiment importante, car il y a des bornes que vous pouvez acheter qui n'ont pas cette qualification CE, et s'il y a un souci, l'assurance risque de ne pas marcher. Alors voici la voiture avant de finir cette vidéo, et je voulais juste vous montrer pour finir mon câble EV Charge King avec le bouton dessus qui permet d'enlever la prise et de fermer ou d'ouvrir le clapet. Et puis cette fameuse borne avec la protection intégrée qui, comme dit auparavant, sert pas à grand chose, en tout cas en France. Mais bon, une fois acheté, ça aurait été quand même compliqué de changer et ça me fait une double protection. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était dans mon garage. La prochaine fois, promis, ça sera en extérieur et avec le matériel adéquat pour que la vidéo ne tremble pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.